Bonjour, bienvenue dans Open Education Week, la semaine de l'éducation ouverte en français avec le réseau Open Education Global francophone. Je suis Perrine de Coëtlegon, je travaille à l'Université de Lille sur les sujets de l'éducation ouverte et de l'identité numérique. Je suis enchantée de vous retrouver pour vous dire quelques mots de l'éducation ouverte avant de vous présenter mon équipe et notre invité. Je vous rappelle juste que l'éducation ouverte, c'est pas tellement, on n'est pas dans Freinet ou une éducation libre dehors. Ça existe aussi. Il y a des groupes qui existent là-dessus. Mais on est plutôt sur l'open education, l'open data, l'open source des contenus éducatifs. Faire un copier-coller, ce n'est pas volé quand l'auteur a prévu qu'on pouvait le repartager par la suite, le réutiliser, le modifier. Et ça s'explique par le droit de la propriété intellectuelle. Donc il y a l'informatique copier-coller, l'Internet pour la diffusion et la propriété intellectuelle pour permettre tout ça. Voilà. Et donc c'est un mouvement qui est un peu complexe, mais qui en vaut vraiment la peine parce que ça permet de donner à tout le monde un meilleur accès à l'éducation et pas seulement en France ou dans la francophonie, dans des pays francophones, mais partout dans le monde. Et c'est le but de l'association Open Education Global, qui est la seule association qui a cet objectif au niveau mondial. Voilà, donc je suis pas seulement à l'Université de Lille, je suis aussi la présidente du conseil d'administration de cette organisation non-profit américaine, avec toutes sortes de collègues. On a créé en 2020 Open Education Global francophone. Aujourd'hui, pour m'aider, depuis plus d'un an, on a Jules Chiak Fanoé qui est camerounais. Jules, tu peux te présenter? Micro, voilà. Oui, je suis Jules Tiak Famoué, je suis camerounais résident au Cameroun. Je suis enseignant de mathématiques et ingénieur technopédagogue. Et ici, dans ce cas, j'interviens comme bénévole. À toi, Lucie. Oui, bonjour, je suis Lucie Grasset, je travaille à la chaire UNESCO Relia sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle, qui est hébergée à Nantes Université en France. Je suis également bénévole aux côtés de Perrine, Jules, Najwa et puis Catherine à l'AOG francophone. Et dans le cadre de mes missions à la chaire UNESCO Relia, je travaille sur un projet qui s'appelle Florilège, qui a pour but de récolter, essayer de rassembler les ressources éducatives libres françaises sur un même annuaire, de les indexer, de créer des relatos. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Najwa. Najwa nous a rejoint. Oui. Najwa, tu peux te présenter? Oui. Je suis Najwa Hajali, tunisienne, docteur en didactique des mathématiques et j'enseigne à l'université les mathématiques. Et je suis OEG francophone bénévole. Et je fais mes recherches sur les mathématiques, l'enseignement, l'apprentissage, l'intelligence artificielle, l'apport de ChatGPT. Et voilà. Merci. Merci à tous d'être là. Alors, nous accueillons un invité très prestigieux, très connu en France et à l'étranger, parce qu'il est libriste depuis longtemps. Il a créé Framasoft un peu tout seul à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans. Et surtout, Alexis Kaufmann est professeur de mathématiques, ce qui fait le lien avec Najwa. Ouais. D'abord enseignant mathématiques, longtemps dans le lycée français à l'international, mais depuis 2 ans, il a intégré le ministère de l'Éducation nationale et il va nous raconter sa mission absolument passionnante qui fait partie d'un agenda, d'une feuille de route numérique du ministère de l'Éducation nationale français. Et si vous nous suivez depuis le début de la semaine, on est beaucoup au niveau universitaire, mais évidemment, la question des ressources éducatives libres est absolument cruciale au niveau du primaire et du secondaire. Donc, on est vraiment très, très heureux d'avoir des nouvelles d'Alexis qui va nous raconter un peu quelles sont ses missions et quels sont ses livrables, qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis qu'il est arrivé. Vraiment, je suis impatiente de t'écouter, Alexis. Ça faisait longtemps que tu m'avais demandé à parler en plus
au réseau francophone. Donc, bienvenue et je te laisse parler. On va réagir. Si vous avez des questions, mettez-les dans l'onglet questions et à tout à l'heure. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Perrine, pour l'organisation de cet événement global, de cette Open Education Week. Je suis ravi et honoré d'y participer. Alors, ta présentation était un petit peu trop, comment dire, même si elle a flatté mon ego, je suis pas si important que ça, mais je suis un acteur parmi d'autres. Je sais que vous tous, vous participez à l'Open Education. Donc, et puis une des caractéristiques de ce mouvement, c'est que les gens n'aiment pas trop se mettre en avant parce que c'est quand même un mouvement collectif, communautaire. Et donc voilà. Je suis ravi parce que en regardant les noms des participants, j'en connais pas beaucoup. Donc peut-être Nathalie, que je salue au passage, mais sinon je vous connais pas. Donc tant mieux, c'est l'occasion d'une rencontre. N'hésitez. Donc moi j'ai une présentation un peu classique, j'ai envie de dire, que je réutilise, même si je l'ai adapté, je l'ai personnalisé par l'occasion, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, Perrine aussi, à demander des compléments. L'idée, c'est un petit peu de montrer ce qu'on fait nous à l'Éducation nationale française dans le scolaire, qui, à mon avis, est quand même intéressant. Ça marque une vraie impulsion, ou une inflexion, on va dire, une inflexion. Il faut rester prudent sur ces questions-là. On ne va pas dire un virage ou un tournant, mais en tout cas, il y a un vrai intérêt pour ces questions d'éducation ouverte. Alors, on verra que nous, on préfère l'expression des communs numériques plutôt que l'éducation ouverte. J'aurai l'occasion de préciser. Voilà. Donc, vous m'avez déjà présenté. Alors, moi, je peux passer le petit… donc, si je fais comme ça, vous voyez les… D'abord, vous m'entendez tous bien? À peu près bien? Très bien. Ouais. Très bien. Ah, voilà, il y en a qui sont habitués. Je ne connais pas l'outil, donc je vois les petits pouces se lever, donc c'est très bien. Oui, alors, donc, une présentation rapide. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc ça fait longtemps que je suis à l'éducation en France et dans les lycées français à l'étranger. J'aime bien commencer par dire que je suis par exemple un éditeur de Wikipédia. Donc là, c'est moi c'est une réunion des Wikipédiens quand je vivais en Italie, les Wikipédiens italiens. Donc, parce que dans les bios, on ne met pas forcément quand on participe à des projets libres. Donc moi, je voulais me présenter d'abord en disant que j'étais un modeste éditeur de Wikipédia parmi d'autres. Professeur de mathématiques, ça a été dit. Donc je salue mes collègues Jules et Najwa. Donc ici, c'est une photo quand j'étais au lycée français de Taipei. Voilà, donc j'ai travaillé pas mal dans les lycées français à l'étranger, comme je sais que l'événement a une dimension internationale et que vous venez peut-être pas tous. Donc je sais que vous venez pas tous de France, c'est tant mieux. Donc je suis passé par Florence, Taipei, j'étais à Bangui aussi en République centrafricaine. Enfin voilà. C'est pour dire que je suis un enseignant du terrain en tout cas et qui est aussi un peu nomade. À l'initiative de Framasoft, effectivement, il y a plus de 20 ans, qui a démarré quand je travaillais en banlieue parisienne, dans les années un petit peu avant l'an 2000, où le numérique venait de débarquer dans les établissements. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça le numérique, on appelait ça les TIC, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont utilisé ce vocable, technologie de l'information et de la communication. Et voilà, en fait, moi, je suis, comment dire, quand je suis arrivé… On a 1 heure, hein, c'est ça, mais donc je veux pas commencer trop à parler de moi, mais en tout cas, l'idée de Framasoft, c'était d'abord, c'était un intérêt d'enseignant pour le numérique, naissant, c'est-à-dire que moi, dans mon établissement scolaire, on venait d'être équipé dans des salles informatiques. Les salles informatiques ont tendance à disparaître aujourd'hui parce que les étudiants et les élèves ont leur propre device, comme on dit. Mais à l'époque, c'était quand même assez nouveau d'avoir des salles informatiques et puis de voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Et moi, en tant que professeur de mathématiques, ça m'intéressait aussi dans le champ de ma discipline. Et avec une professeure de français,
une collègue, on a essayé un peu d'explorer ce nouveau médium. Et puis, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a cherché sur Internet des logiciels gratuits. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert que il y avait aussi des logiciels qui étaient plus que gratuits, j'ai envie de dire, qui étaient libres ou différents. Et ça m'a marqué. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces logiciels qui offrent des droits d'accès, usage, partage, études aux utilisateurs? Je trouvais ça très intéressant. Je trouvais évidemment que ça rejoignait les nobles missions d'éducation qui est accès, études, adaptation et partage du savoir et de la connaissance. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant et je me suis intéressé à ça, mais je me suis intéressé comme utilisateur, voilà, et pas du tout comme développeur et pas comme informaticien. C'est un mouvement, Framasoft, c'est un mouvement d'utilisateurs et qui constatait que les informaticiens, ceux qui créaient les logiciels, en tout cas à l'époque, n'avaient pas forcément le temps de faire de la documentation, de la communication, etc. Et qu'en plus, en étant utilisateur, on faisait aussi partie. C'est ça qui est beau dans le logiciel libre et le libre en général, c'est qu'en étant utilisateur, on fait partie de la communauté. C'est pas uniquement les créateurs et les auteurs. Et voilà, ça a démarré comme ça. En tout cas, un mouvement d'utilisateurs au départ principalement sur du logiciel et puis pour se libérer un peu de certains logiciels propriétaires qu'il y avait à l'époque. Et puis après, ça a grandi, ça a fait communauté. Je ne suis plus à Framasoft. En tout cas, aujourd'hui, Framasoft, ça continue d'être une belle aventure. Il y a une dizaine de salariés et c'est un mouvement d'émancipation et culturel autour du numérique. C'est un mouvement beaucoup plus large qui s'adresse beaucoup à l'éducation populaire, aussi à l'économie sociale et solidaire, etc. Voilà pour le chapitre Framasoft. Et aujourd'hui, donc, si vous voyez la photo, j'ai une veste. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas, parce que je suis tranquillement dans les bureaux. Mais donc depuis 2 ans et demi, effectivement, j'ai intégré le ministère de l'Éducation nationale dans une structure qui s'appelle la Direction du numérique pour l'éducation. Donc en fait, chez nous, la Direction du numérique pour l'éducation, c'est à la fois un service une direction des services informatiques classiques. Et puis on a très vite en France, on a très vite des grands chiffres parce que nous sommes 1 million de professeurs quasiment, 10 millions d'élèves, etc. Donc il faut que ces services informatiques fonctionnent. Et puis il y a le numérique éducatif, et l'éducation par le numérique et l'éducation au numérique. Et moi je suis plutôt positionné dans le numérique éducatif. Et à l'intérieur du numérique éducatif, je suis chef de projet. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'intégrer le ministère. Je suis chef de projet logiciel et ressources éducatives libres. C'était la première fois qu'on crée un poste avec un tel intitulé et à ce niveau de l'organigramme, enfin en tout cas au sein de la direction du numérique. Donc voilà. Donc c'est le premier message peut-être, c'est que c'est assez intéressant que le ministère, alors que moi je n'ai pas du tout le CV et le parcours classique de quelqu'un qui rejoint l'administration centrale. J'ai pas fait des grands concours, enfin je vous passe les détails. C'est assez intéressant qu'on ait fait appel à moi de par mon parcours associatif et d'autodidacte, quoi. Et en plus, quand j'étais à Framasoft, je me permettais souvent d'ailleurs de critiquer publiquement, en tant que président, l'inertie du ministère sur justement l'aspect qui fermait les yeux sur l'éducation ouverte en général, à l'époque. Donc jamais j'aurais pensé intégrer le ministère parce que j'avais été très critique publiquement. Voilà, c'est juste aussi pour dire que les temps changent et que c'est intéressant que des profils comme le mien, même si je suis un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, mais ça a quand même un profil différent des profils classiques qu'on retrouve dans l'administration centrale. Voilà, alors, qu'est-ce que j'y fais et en quoi ça peut être? La première chose, j'avais envie d'être concret. Est-ce que vous avez entendu parler de ce petit livre que j'ai dans la main et que le ministre de l'Éducation nationale française, Gabriel Attal, à l'époque, aujourd'hui Premier ministre, tient aussi dans sa main sur la photo? Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Réponse dans le chat, ça fera un peu d'interactivité. Ada Etsangeman. Non, très bien. Alors ceux qui ne le connaissent pas, je suis ravi parce que
c'est l'occasion. Alors, Ada et Zangeman. Et je vais tout de suite vous donner le lien dans le chat. Je vous donne le lien vers son téléchargement numérique intégral, parce que vous avez le droit. Et parce que ce livre est une ressource éducative libre. C'est une REL. Donc, ceux qui l'ont lu disent que c'est un excellent ouvrage, et ceux qui ne l'ont pas lu, ce sera l'occasion de le découvrir. Je vous en parle parce que c'est alors, l'histoire, très rapidement, c'est l'histoire d'une petite fille, Ada, dont la ville est sous le compte, dont les objets connectés de la ville, notamment le distributeur de glace, notamment les enceintes électriques, enfin tout ce qui est objet connecté et ordinateur sont sous le contrôle d'un unique personnage qui est Zangeman, qui symbolise un peu Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, etc. Et cette petite fille, avec ses camarades, c'est important parce c'est pas du David contre Goliath, elle va se libérer des objets connectés et des programmes de M. Zangeman en apprenant la programmation avec ses camarades, en ouvrant le capot des machines, en hackant ces machines. Et c'est raconté, d'abord, c'est joliment illustré. Alors, c'est un livre comment on dit, de 7 à 77 ans ou de 6 à 106 ans, je sais qu'on dit aujourd'hui. Moi, j'en ai fait la lecture dans une classe alors CM1, CM2 chez nous, qui correspond à autour de 10 ans. Et ça s'est très bien passé. Mais je l'ai aussi offert à des amis adultes qui ne sont pas du tout passionnés de numérique et encore moins de numérique ouvert, et qui ont trouvé ça très sympa et qui m'ont même dit Alexis, on comprend mieux ce que tu fais au ministère à la lecture de ce livre. Parce que c'est un livre qui prône justement l'émancipation, l'autonomie, l'encapacitation par le numérique, et un numérique qui invite à être auteur, acteur, et non pas passif et à le subir, etc. Parce que ça va très loin, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, je ne vais pas spoiler tout le livre, mais Ada et ses camarades sont obligés de faire pression sur le président pour changer la loi. Parce que M. Zangeman a imposé qu'on n'ait plus le droit d'ouvrir le capot de ses machines. Et qu'on n'ait plus le droit de les déprogrammer pour les programmer selon ses besoins. Vous voyez le message. Donc voilà, il y a une dimension politique aussi, c'est assez intéressant. Ce livre est donc ce livre parle du logiciel libre et de la culture libre en général. Et d'ailleurs, son origine, c'est un Allemand, un ingénieur allemand, Matthias Kirchner, qui a des enfants, et qui ne trouvait pas un livre qui parlait de numérique aux enfants tel qu'il voulait qu'ils soient. Et donc, comme il n'en trouvait pas, il s'est dit, je vais écrire moi-même. Et donc, ça a démarré comme ça. Ada Zangeman a démarré comme ça. Donc, c'est un livre qui parle de libre. Et comme Matthias Kirchner, c'est un informaticien et qui est aussi intéressé par l'open source, en tout cas qui connaissait l'open source, il a décidé de le placer, ce livre, sous licence libre. Donc, c'est un livre qui est sous licence Creative Commons CC by SA. Donc, qui est paru en version originale allemande il y a plus de 2 ans. Et moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, tiens, c'est sous licence libre, pourquoi ne pas le faire traduire chez nous par nos élèves? Et donc, et ça s'est fait par 4 professeurs de 4 villes différentes de France, l'ont traduit avec leurs élèves, enfin, ont mis leurs élèves en situation de traduction dans le cadre d'activités pédagogiques, en se coordonnant via des outils numériques, parce ils étaient plusieurs, donc à l'arrivée, ça fait une centaine d'élèves de 15 à 19 ans, de 13 à 18 ans, qui ont traduit ce livre, et que vous trouvez d'ailleurs le nom des traducteurs, enfin le prénom des traductrices et traducteurs en herbe à l'intérieur de l'ouvrage. Donc même l'histoire de la traduction est aussi intéressante. Et même l'histoire de la conception du livre, parce que d'habitude, quand on conçoit des livres, on les conçoit sur des outils propriétaires. Je ne sais pas si vous voyez les InDesign et tout ça. Là, ce livre a été conçu avec des formats et des outils libres. Il est en pur HTML, CSS, JavaScript. Je ne rentre pas dans les détails. D'ailleurs, je ne connais pas grand-chose. Mais voilà, ce livre aussi a été conçu sur des outils libres. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est pour ça que j'en parle,
c'est que le ministère a soutenu l'éditeur français lors de la parution en français il y a 2 mois, en mois de décembre, pour que les versions numériques PDF, mais aussi un EPUB accessible, soient directement mis en ligne dans sa version intégrale. Les éditeurs qui acceptent que la version numérique des livres soit totalement gratuite et libre sont assez rares. Et donc, nous, on a fait un partenariat avec l'éditeur pour que les versions numériques soient directement accessibles, et ce qui fait que nos enseignants et nos élèves peuvent, même s'ils n'ont pas la version imprimée, c'est toujours mieux d'avoir une version imprimée quand c'est un joli livre, hein, mais en tout cas, ils peuvent tous le lire et y travailler dessus. Voilà. Donc, je vous invite à le lire après mon intervention. Je vous invite aussi à lâcher d'ailleurs sur le site de l'éditeur, hein, parce qu'il y a aussi, malgré le fait que la version numérique soit toute à disposition sur Internet, on en a quand même depuis le mois de décembre, l'éditeur en a quand même vendu 3000. Et donc, il y a un message aussi en termes de modèle économique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les versions numériques sont sous licence libre que nécessairement ça va gréver le modèle économique de l'éditeur. Parce qu'ici, ce qui s'est passé, c'est que le livre, comme la licence est libre, le livre s'est diffusé. Et donc, on en a parlé, et donc on l'a fait connaître. Et en le faisant connaître, il y a un certain pourcentage de ceux qui en ont entendu parler, mais qui se sont dit, OK, j'achète le livre, notamment pour les périodes de Noël. Voilà, je clôt le chapitre Adèle Zangeman, mais c'est quelque chose de très concret, et c'est quelque chose auquel le ministère a participé et qui me semble intéressant. Alors, pardon, j'interviens parce que tu as invité à intervenir et je trouve ça génial. Voilà, tout, parce qu'en fait, on voit bien que c'est tout vertueux et bien. Et juste sur le modèle économique, j'ai toujours pensé que c'est parce qu'un livre est aussi diffusé largement qu'il trouve un public pour les acheter en librairie. Et justement, c'est souvent ceux qui vont le télécharger, qui l'auront sur l'ordinateur, qui voudront aussi en avoir une version papier parce qu'à un moment, c'est normal, c'est traditionnel, c'est pas mal de faire un cadeau, mais aussi pour les petits livres. Mais moi, quand j'étais secrétaire générale de l'université numérique en santé et sport, ça remonte assez loin, mais il y avait des ouvrages collectifs des médecins, donc par discipline, c'est le collège disciplinaire qui écrivait l'ouvrage de référence pour les étudiants en médecine. Et vraiment, l'éditeur nous avait dit qu'il ne voyait aucune différence dans les ventes de ces ouvrages depuis que c'était en libre accès. Parce qu'en fait, ça permettait de nouveaux usages, mais à un moment, si on était spécialisé en discipline, on avait besoin aussi de l'exemplaire papier. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes d'avoir chez soi ou de payer un abonnement qui donne accès à un certain nombre de choses et que ça soit aussi en libre accès. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, je voulais juste ajouter ça sur les modèles économiques du livre. Je te laisse poursuivre. Merci. Oui, absolument. Et d'ailleurs, juste avant de venir vous rejoindre, je lisais un message d'une enseignante de Bretagne qui souhaite. On a des écoles immersives en France avec les langues régionales, le Pays Basque, le basque, le breton, et qui souhaite le traduire avec ses élèves en breton. Voilà, en passant par la version française, donc du français au breton. Donc, si jamais parmi vous, je sais que parmi vous, il y en a certainement qui sont multilingues. Voilà, si ça vous intéresse de le traduire dans une autre langue, je suis à disposition, et l'équipe aussi de la version originale. Ça a déjà été traduit en anglais, italien, arabe, ukrainien, voilà, et français. Alors, j'avance. Mais juste une question, par exemple, Oui. Pardon, mais en arabe, dans toutes ces langues, est-ce que ça va être facile à trouver? Est-ce qu'il y a un site, Ada et Zangman, qui permet de retrouver toutes les versions? Il y a ce qu'on appelle une forge où il y a, à minima, il y a le texte et puis les illustrations, mais il n'y a pas forcément le PDF joliment relié et mis en forme. Oui, c'est ça. Ok. Mais effectivement, en fait, quand vous allez sur le site Ada et Zangeman original, c'est en allemand et en anglais, vous trouvez les informations. Voilà. Et tu demandais tout à l'heure combien de temps tu avais, donc c'est jusqu'à 18h, mais sache qu'à 18h, il y a le webinaire suivant qui commence. Oui. J'ai vu que tu l'avais vu parce que tu l'as partagé sur on va continuer à appeler ça Twitter. Et oui, il y a le webinaire sur l'IA, donc juste pour te dire qu'effectivement, ça se termine vraiment à 18h, donc je t'interromps plus, je te laisse parler.
Non, mais de toute façon, je vous dis, c'est un échange. Je suis sur le chat et puis si j'arrive si je peux lire les questions au fur et à mesure. Ce que je voulais. Donc voilà un exemple concret de projet. Maintenant, moi, où je suis placé, on est plutôt sur comment dire, des stratégies politiques. Et ce qui est intéressant, je suis arrivé en même temps que mon nouveau directeur, Audran Le Baron, et qui a défini, on n'avait pas de document cadre un petit peu qui fixe le cap. Et donc, on a d'abord fait une vaste concertation avec les différents acteurs. Et l'année dernière, en janvier, en janvier 2023, on a publié notre stratégie numérique pour l'éducation. Bon, voilà, je reviens pas, je vais pas vous embête pas là-dessus, mais pour la première fois apparaissent les communs numériques. Soutenir, là c'est pour ça que j'ai mis ça sur la slide, là, c'est un extrait de la page, je ne sais plus laquelle, mais dans l'axe 3, une communauté éducative soutenue par une offre numérique raisonnée, pérenne et inclusive. Voilà un petit peu je vous mets aussi les mots-clés qui sont intéressants, qu'on utilise nous en France dans notre ministère. Raisonner, c'est vraiment parce que peut-être que par le passé, on a investi dans le numérique dans toutes les directions sans forcément se poser la question de l'impact, etc. Bon, plus les questions écologiques. Pérenne, c'est aussi parce qu'on a investi notamment avec la filière industrielle de l'éducation sans lui demander comment dire, que le code soit ouvert ou que les données soient en open data ou que le contenu soit libre, ce qui fait que ça n'a duré que le temps du marché, 3 ans, 5 ans, puis après, souvent on éteignait la lumière de ces services et de ces plateformes et il n'en restait plus rien. Et puis inclusive, cette dimension, il y a une dimension d'accessibilité pour accueillir tous les publics, mais voilà, que ce soit aussi accessible à toutes et tous. Voilà. Et à l'intérieur de cet axe 3, il y a un point qui est soutenir le développement des communs numériques. Et dans communs numériques, on met aussi bien les logiciels libres que les ressources éducatives libres. Ça permet de les englober. Mais ça apporte aussi quelque chose de plus dont je vais parler juste après. Toujours est-il que sur le point 6 que vous voyez sur mon diaporama, il y a le terme commun numérique désigne un ensemble de ressources numériques produites et gérées par une communauté. Par nature, ils sont partagés et collectifs. Bon, voilà une proposition de définition. Et puis, il est dit qu'on met à disposition des enseignants un certain nombre de services et de plateformes que je vais détailler juste après. Pour vous donner un autre exemple, on s'est doté d'une charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Cette charte comporte uniquement très peu de points, 14 points, dans 3 domaines. Peut-être que ça vous parle. Alors, il y a un domaine, faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion, faire du numérique un espace de droit, faire du numérique un espace de vigilance. Et moi, je fais partie de ceux qui trouvent que malheureusement, nous, mais c'est aussi sous la pression de la société, on met parfois trop l'accent sur l'espace de vigilance. Attention à vos données, attention à la cybersécurité, attention au harcèlement, attention aux fake news, attention ceci, attention cela, attention à la pornographie en ligne. C'est très bien, c'est notre rôle aussi, mais je pense que émancipation, le domaine et dans le point 4, voilà, je vais vous le lire. La culture des communs numériques favorise la co-création et le partage de ressources pérennes et accessibles que la communauté scolaire peut librement utiliser et modifier. Ça aussi, c'est nouveau. Et je vous dis, c'est le point 4 d'une charte qui ne comporte que 14 points. Donc, c'est pour vous dire aussi où est-ce que se situent les communs numériques et l'importance qu'on leur donne. Alors, et puis je souligne aussi que nous ne sommes pas les seuls à parler de communs numériques. Il y a aussi des documents de cadre de référence à l'échelle européenne qui parlent des Digital Commons. On n'est pas juste les seuls à parler de ça. Et puis, il y a d'autres institutions en France qui s'en font aussi l'écho. Alors, il y a chat et puis il y a question aussi. Alors, Najwa a posé la question. Les communs numériques est seulement pour la France ou bien partout dans le monde? Alors, les communs numériques, c'est une définition, c'est un concept qui, évidemment, ça s'adresse à tous et tous partout dans le monde. Simplement, nous, on utilise ce concept, on utilise cette expression, on utilise ce cadre et on utilise cette grille de lecture aussi. Et pourquoi? Justement parce que,
alors, la définition n'est pas forcément arrêtée parce que c'est un terme un peu émergent, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez 3 ingrédients pour un commun numérique ou 3 grands piliers. C'est la ressource, OK, la ressource numérique, la communauté et les règles que se donne cette communauté, la gouvernance, pour que cette ressource soit librement accessible, utilisable, modifiable, partageable par toutes et tous. Et ce qui fait qu'avec les communs numériques, on se focalise moins, enfin, on se focalise tout autant sur la ressource que sur la communauté, sur les gens, sur les personnes, et sur les règles qu'elles se donnent pour faire vivre et pour prendre soin de cette ressource. Et du coup, quand on se retrouve, ça donne des discussions intéressantes au sein de mon ministère, parce que quand on est face à un projet, quand on est face à un produit, on va se poser la question, est-ce que c'est un commun numérique? Souvent, ça l'est pas, mais en tout cas, on en discute. Et dans la discussion, c'est, OK, peut-être que les ressources sont sous licence libre, ou peut-être que le code est sous licence libre. Mais comment c'est géré? Est-ce que c'est géré de manière ouverte, ou c'est un petit noyau dur qui prend les décisions? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut très bien avoir une ressource, un outil, une plateforme, un service qui est sous licence libre, mais géré de manière très, très restrictive, étroite par une minorité. Et donc, c'est intéressant la question de la communauté, et c'est intéressant de savoir comment elle est gouvernée. Et au sein de mon ministère, qui a une culture hiérarchique très forte, très verticale, ça crée vraiment, c'est très disruptif et c'est très intéressant. Voilà donc pour un mot sur. Alors, et puis ça permet justement de regrouper, c'est-à-dire que dans les communs numériques, on met le code, donc exemple logiciel libre, Linux, on met les données, exemple OpenStreetMap, et on met les contenus, exemple Wikipédia. On les regroupe et c'est ça que j'ai dit, hein, je ne veux pas me redire, mais je trouve que cette dimension collective de la communauté, c'est-à-dire que non seulement on s'intéresse aux gens, mais en plus on s'intéresse au groupe de gens. C'est-à-dire qu'on a des projets, par exemple, il y a 1 million de professeurs chez nous. On a des projets qui sont créés et maintenus par un seul professeur ou une seule professeure qui a des compétences numériques et de développement et qui propose quelque chose. Mais c'est pas et qui le fait sous licence libre. On a beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais c'est une seule personne, il n'y a pas une communauté. Donc pour nous, c'est intéressant de savoir quand derrière un projet, est-ce qu'il y a une personne ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose de collectif. Et le champ des communs numériques nous aide à apprécier cela. Alors, argument pour. Alors, je pense que je vais convaincre personne ici parce que si vous êtes venu, c'est parce que. Et puis, vous êtes dans le réseau de l'Open Education, donc je pense que vous connaissez tout ça. Mais nous, en tout cas, à mon niveau, nous, on doit convaincre en interne. Il ne faut pas penser que les communs numériques, ou le logiciel libre ou les ressources éducatives sont. Même si ça progresse beaucoup, hein, la connaissance, l'acculturation à ces notions progresse beaucoup, mais on a besoin encore en interne toujours de former, d'expliquer, de dialoguer avec les personnes. Et d'argumenter et d'expliquer en quoi ça nous semble intéressant. Donc, on a des arguments d'abord de proximité de valeur entre les communs numériques et la mission, notre noble mission d'intérêt général et de service public qui est de transmettre savoir et connaissance à tous les élèves et de pouvoir que cette connaissance puisse être accessible, qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse l'adapter, qu'on puisse la modifier, qu'on puisse la partager à toutes et tous comme on le fait avec une ressource éducative libre. Il y a un argument de souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment quelque chose, politiquement, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre agenda politique, hein, la question de souveraineté, c'est-à-dire être vraiment pleinement dans l'autonomie et le contrôle des outils qu'on utilise, ne pas dépendre des décisions des autres ou des algorithmes des autres. Et c'est là qu'intervient l'outillage et les logiciels libres. On verra qu'on héberge et on opère de plus en plus de logiciels libres pour des questions justement d'être capable d'avoir la main dessus et de l'adapter à nos besoins. Il favorise. Alors, les communs numériques, quand ça fonctionne bien, quand la mayonnaise prend, il y a plein de leviers à actionner, mais il y a une communauté et ça favorise la création et le partage de ressources éducatives libres dans un cadre de confiance. Vous voyez,
Dans un cadre de confiance, c'est important parce que de tout temps, depuis que le numérique existe, les enseignants partagent, hein, mais ils peuvent le faire d'abord sur des plateformes fermées ou qui peuvent fermer ou qui peuvent évoluer du jour au lendemain. Et puis, ils peuvent aussi le faire sans mettre de licence qui donne, vous savez bien, une insécurité à l'usage de cette ressource. La pérennité, donc ça, c'est vraiment un mot important parce que 15 ou 20 ans de numérique, de financement du numérique éducatif, avec plein de projets, qu'est-ce qui nous reste 20 ans plus tard, 15 ans plus tard? Il nous reste évidemment quelque chose, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu l'espérer. On n'a pas forcément capitalisé sur tout ce qu'on a produit. Et là, je pense que la notion de pérennité qui rejoint la notion de sobriété et les préoccupations écologiques, aujourd'hui, vraiment, c'est un argument fort, quoi. Un autre argument, c'est la montée en compétences numériques de nos enseignants et de nos élèves. C'est-à-dire que les communs numériques, il y a une promesse, en tout cas, sont engageantes et motivantes pour participer. En participant, on développe des compétences ensemble et on retrouve les fameuses soft skills du 21e siècle. Donc, c'est un autre argument. Il y a celui des standards et des standards ouverts, de l'interopérabilité. Et il y en a un que moi, j'ai mis stimuler l'innovation. Alors ça, on peut aussi en discuter, c'est que on continue, donc on essaie de mettre en avant les communs numériques pour la première fois, à cette échelle, mais on continue aussi à soutenir et à nouer des partenariats avec ce qu'on appelle, nous, l'EdTech, c'est-à-dire la filière les startups de l'éducation. Je ne sais pas si vous avez l'EdTech, c'est un vocable que vous utilisez. Mon directeur, quand il parle de ressources numériques, il a l'habitude d'utiliser cette image. Il dit nous marchons sur deux jambes, donc les deux jambes d'un même corps, mais il dit nous marchons sur deux jambes, la jambe EdTech et la jambe commun numérique. Et avec cette idée d'essayer de les réunir, de les rapprocher et de ne pas les opposer. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines sociétés du numérique éducatif, quand elles voient arriver le libre, l'open, etc., se disent là, attention, moi mon modèle il est sur la valeur qu'on accorde, la valeur de mes utilisateurs qui sont un peu captifs, etc. Et il y a des craintes par rapport à des modèles économiques, et à la valeur qu'on peut avoir de son entreprise. Moi, je pense que les ressources éducatives libres, les logiciels libres, c'est aussi une opportunité. Parce que, par exemple, si vous mettez à disposition, parce que c'est libre pour nos enseignants ou nos élèves, mais c'est libre pour tout le monde et c'est aussi libre. Donc, si vous mettez à disposition des banques d'activités, de ressources pédagogiques ou du code d'application pédagogique créé par nos enseignants, nos entreprises peuvent, elles aussi, avoir accès, peuvent aussi les réutiliser, apporter leur valeur ajoutée en termes du UX, de design, de plateformisation, d'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas nous qui allons investir massivement dans l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est aussi une opportunité économique. Quid alors? Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, j'essaie de lire en même temps les questions, je fais une petite pause. Donc, Stéphanie, si le commun numérique est essentiel? Oui, absolument, absolument. D'abord, faut pas. Je vais donner quelques exemples de produits, enfin de projets qui sont mis à disposition. Et oui, parfois, ils souffrent de la concurrence des big tech qui, en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, sont effectivement plus fluides, plus agréables, etc., etc. Et surtout, nos enseignants ont pris l'habitude de les utiliser. Changer ces habitudes, c'est compliqué. C'est sûr que... Donc, oui, bien sûr. J'essaye pas... Enfin, arrêtez-moi si je dresse un portrait trop positif de tout ça, mais pour l'instant, moi, j'accentue là-dessus parce que c'est mon, entre guillemets, c'est mon travail au sein du ministère.
Et puis, mais quand je dis on marche sur deux jambes, c'est pour rappeler aussi, voilà, c'est pour rappeler que on n'a pas du tout abandonné l'ancien modèle et ces dispositifs de financement assez classiques, hein, qui sont par appel à projet. Mais j'aurai aussi l'occasion de dire un mot sur ces questions d'appel à projet. Alors, Nathalie note qu'il y a une réelle évolution du terrain sur ces questions. Oui, alors on espère, hein, mais c'est un travail c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. Le premier slogan de Framasoft, c'est la route est longue, mais la voie est libre. Voilà, la route est longue, mais nous, on est optimiste. Et effectivement, je pense que c'est la voie de la coopération, plus que celle de la compétition, à mon avis, finira par prendre le pas, mais ça va, lorsqu'il s'agit d'éducation publique. Mais c'est assez long. Je voulais juste dire un mot sur donc le volet commun numérique de notre stratégie s'accompagne d'une mise en action d'une feuille de route qu'on est en train de rédiger, que je suis en train de rédiger, et qui va avoir 3 grands axes: communauté, ressources, gouvernance, pour reprendre les 3 piliers des communs numériques. Et je vous donne quelques exemples de ce qu'on fait au ministère français de l'Éducation nationale. On met à disposition des services numériques permettant aux enseignants et aux élèves de créer, collaborer, mutualiser et partager du contenu. Et on le fait toujours un peu sur le même modèle, c'est-à-dire on prend des briques open source. Tous les projets que je vais vous citer là, par exemple le premier là, qui est alors il n'y a pas le nom, mais qui s'appelle Apps Éducation, avec le petit logo bleu. On prend la brique Nextcloud. Nextcloud, c'est l'alternative libre à Google Drive. On prend la brique Peertube. Peertube, c'est l'alternative libre un peu à YouTube. Ce n'est pas tout à fait exactement la même, mais enfin, ça permet de stocker et partager du vidéo. On a une brique CodiMD, c'est-à-dire qui fait d'édition collaborative en ligne, un peu comme Google Docs, etc. Elea, que vous connaissez, qui est en fait notre LMS, c'est-à-dire un Learning Management System, qui est basé sur Moodle. C'est notre Moodle, nous, on l'appelle Elea parce qu'on l'a un peu personnalisé. Capital, c'est pour les STEM, les STEAM, comme on dit, donc Science, Technology, Engineering et Mathematics, avec un fort accent sur le coding. Là, on prend la brique Jupyter, que vous connaissez bien si vous êtes à l'université, notamment en sciences, les Jupyter Notebook, Jupyter Lab. On prend alors des trucs que mes collègues de maths connaissent aussi, la brique GeoGebra, Scratch. On intègre tout ça avec une authentification unique, parce que ça aussi, c'est important, la question de l'authentification unique, parce que c'est là où ils sont forts aussi, les Big Tech et les Google Classroom et les Microsoft Teams. C'est une connexion, un ensemble de services, tout bien intégré et qui se parlent entre eux. Donc, une authentification unique à l'échelle nationale, parce que souvent, avant, on faisait des échelles un peu académiques, c'est un peu compliqué. On intègre tout ça, on essaie de le packager et ça donne une offre où les enseignants peuvent non seulement créer des parcours et des activités, mais peuvent aussi se les partager. Pour ce qui est de Capital et Elea, il y a une dimension bibliothèque, partage de contenu, ça aussi c'est nouveau. Et ça, ce sont des services qui sont vraiment à l'échelle nationale, c'est-à-dire que vraiment sur tout le territoire. La Forge, ça c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet que j'ai amené en arrivant. Donc une Forge, c'est pour ceux qui développent un peu, c'est un outil justement de gestion, de maintenance du code informatique des applications. Et un peu comme un GitHub, mais le problème de GitHub, c'est quoi? C'est que c'est appartient à Microsoft, et puis c'est sur les serveurs américains. Donc ça pose des problèmes en termes de souveraineté, justement, et puis aussi de sécurité et du respect des données personnelles des élèves. Donc voilà, une Forge qui regroupe ce projet-là. C'est un projet pareil. On a pris une brique open source qui est GitLab, qui est une Forge open source. Tout ça, on héberge chez nous. C'est aussi important, l'hébergement, où sont les données. Donc tous ces services-là sont hébergés en France, parfois directement par le ministère, parfois c'est par prestation. Et voilà. Et on invite les enseignants, on leur met à disposition,
on leur commande plus de la ressource comme on le fait encore ou qu'on aurait pu le faire par le passé. C'est-à-dire, on va pas demander aux autres de créer de la ressource pour les enseignants. On invite les enseignants à eux-mêmes à créer, partager, le tout sous licence libre. Hein. C'est-à-dire pour ces outils-là, pour la bibliothèque, il y a uniquement le choix de la licence Creative Commons qui est proposé et c'est tout. Donc voilà, avec tous ces outils-là, vous savez que ce qui est publié, c'est en Creative Commons, donc c'est des REL, c'est des ressources éducatives, libres. Oui, alors voilà, donc apps, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. De toute façon, je vois qu'il est 45 et je vous donne un temps d'échange aussi pour m'arrêter avec vous. Mais voilà, on prend des bons. Big Blue Button, on aurait pu faire la visioconférence sur cet outil. En tout cas, c'est notre outil de visioconférence, mais qui intègre aussi une dimension de virtual classroom, de classe virtuelle. Ce qui est intéressant avec Big Blue Button, c'est que le ministère, non seulement il l'utilise, et en plus on l'utilise on l'utilise massivement parce que c'est pour notre million d'agents et potentiellement nos 10 millions d'élèves. On utilise le logiciel libre, mais avec Big Blue Button, on contribue aussi. On est intégré dans la communauté, on participe à la roadmap et on finance du développement. C'est-à-dire qu'on fait des retours d'expérience avec nos enseignants, nos élèves. Ils nous disent voilà ce qui va pas, voilà ce qu'on aimerait améliorer. Et on essaye de financer des améliorations avec la communauté du logiciel Big Blue Button, ce qui impose au ministère d'avoir une posture assez modeste et humble parce que même si on a de l'argent, en admettant on n'a pas toujours, hein, mais même si on a de l'argent, c'est pas parce qu'on a de l'argent que ça va se faire. Il faut que la communauté accepte que ce que l'on souhaite, on collabore avec eux. Et c'est assez vertueux. Et on a un ministère français qui utilise, mais qui aussi contribue. Ça me semble une bonne direction. Et d'ailleurs, dans la vidéo, ce que vous voyez à l'écran, à gauche, alors c'est pas très lisible, mais dans le dépôt du code de Big Blue Button, il y a un remerciement pour le French Ministry of Education pour avoir grandement participé à la dernière version de Big Blue Button, etc. Mais ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fort, c'est-à-dire on utilise, mais aussi on contribue. Et c'est juste, là, vous voyez, c'est juste un ministère d'un pays qui contribue à cet outil. Mais cet outil, un outil de visioconférence plus un outil de classe virtuelle, c'est tout le monde qui en a besoin. Donc imaginez que plein de ministères de plein de pays mettent au pot commun et décident tous ensemble d'améliorer Big Blue Button, moi, je peux vous dire qu'on aurait un super outil. Vous voyez en tout cas ce potentiel qu'il y a si on se met à mutualiser l'argent public dans un objectif d'intérêt général. On fait semaine de travail avec Moodle, bon ça vous connaissez, donc ça je les ai présenté, hein, ça c'est capital justement, je disais on prend la brique Jupyter Scratch et GeoGebra. Ce qu'on apporte, c'est que ici, vous voyez en bas, là, vous voyez GeoGebra, certains connaissent, mais en haut, vous avez consigne du professeur, appréciation, évaluation. Voilà, tout ça, c'est un travail d'intégration que l'on fait pour pouvoir garder des traces, des travaux des étudiants et des élèves. La forge, pour moi, c'est intéressant parce que c'est une matrice, c'est un point de rendez-vous. Ça permet de regrouper le code de tous les projets de profs. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir des profs qui individuellement créent et partagent des choses intéressantes. Oui, mais parfois, on a des vraies communautés, on a des associations structurées et on a des vrais projets qui ont déjà un impact, qui ont un très fort potentiel. Par exemple, PrimTux, dont Nathalie pourrait parler à ma place. PrimTux, c'est une distribution Linux faite par des professeurs du primaire pour des professeurs du primaire et leurs élèves. Et cette distribution, elle arrive avec un ensemble de logiciels et de ressources éducatives libres intégrés à l'installation. Et en plus, ils ont fait tout un travail récent dans la dernière version, c'est classé par français, mathématiques, compétences, sous-compétences. Et c'est vraiment remarquable et c'est très utile aux enseignants des écoles. Encore faut-il qu'ils sachent que ça existe, et encore faut-il que les collectivités, parce que par exemple, nous en France, c'est les communes, c'est les villes qui s'occupent des établissements primaires, c'est
le département qui s'occupe des collèges, c'est la région qui s'occupe des lycées. Encore faut-il ne pas avoir peur de mettre du Linux dans ces établissements, alors que parce que Windows, Mac, c'est rassurant, il y a tout un circuit, etc. Mais toujours est-il que cette distribution, elle est vraiment super, et en plus, elle est capable, elle fonctionne avec du matériel très léger. Elle est capable de recycler du matériel ancien qui dorme dans les armoires de nos établissements scolaires, conséquence de des politiques précédentes. On a voulu le plan tablette, le plan ceci, le plan machin, et à l'arrivée, beaucoup de choses ne sont plus utilisées. Voilà, Nathalie donne des précisions sur ce projet, mais c'est un projet auquel je crois et qu'on aimerait vraiment et qu'on accompagne et qu'on voudrait encore plus soutenir. On a aussi, puisqu'on a des collègues de mathématiques, on a aussi par exemple Matalea. Matalea, c'est un ensemble d'activités. Ce qui est intéressant, c'est que derrière Matalea, c'est une communauté d'une trentaine d'enseignants de mathématiques qui proposent des activités vraiment pour tout le collège, donc pour tout le collège, pour nous c'est 11-15 ans, pour tout le programme, et qui permettent de personnaliser, de travailler en classe, mais aussi à la maison. C'est extrêmement bien fait. Ce sont le aléa, c'est parce que les exercices sont randomisés, c'est-à-dire qu'en fait, les données peuvent changer à chaque fois si on le souhaite, etc. Enfin, bon, c'est assez remarquable. Et donc, c'est aussi pour montrer que des enseignants en mode association, en mode bénévole, alors on peut en discuter du bénévole parce qu'on cherche aussi à les soutenir financièrement, mais en tout cas, au démarrage en mode bénévole, ont été capables de produire des plateformes et des solutions de qualité pro, quoi. Et mon travail, c'est justement d'écouter leurs besoins, les accompagner, les soutenir, de voir ensemble comment on peut améliorer et déployer ce genre de solutions qui sont issues du terrain et qui, Matalea, le code est libre, le contenu sont sous licence Creative Commons CC BY et ça. Voilà, tout est complètement open. C'est un bel exemple aussi de projet qui vient de nos enseignants, parce que le plus important, évidemment, c'est l'écosystème, c'est la communauté, c'est de valoriser tout ça. Ce qu'on a réussi aussi à faire depuis 2 ans, c'est à soutenir ces associations. Moi, j'ai un petit budget, on a un petit budget alors, de 200 000 €. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, les euros, mais on a 200 000 € par an pour le soutien aux associations sur une ligne commun numérique. C'est-à-dire soutien aux associations d'enseignants qui créent et partagent des communs numériques. C'est comme ça que c'est libellé. Et ça nous donne une petite marge de manœuvre pour les accompagner. On a aussi une petite enveloppe individuelle. C'est très faible à l'échelle du budget global du ministère français, mais l'année dernière, on a distribué l'équivalent de 30 000 € à une trentaine d'enseignants qui créent et partagent des ressources. Et ce qui était intéressant et nouveau, c'est que d'habitude, on donne des indemnités à un enseignant pour créer quelque chose. On passe commande. Là, c'est en aval, c'est-à-dire on a constaté que ces enseignants partageaient bénévolement, et ben on les encourage, on leur donne un petit quelque chose, 1 000 € par an à la fin de l'année, pour les encourager à continuer. Voilà. Le message est intéressant et ça me semble aussi quelque chose à encourager. On s'est doté aussi d'un événement national, ça s'appelle la Journée du libre éducatif, qui tourne dans les territoires. C'est pas parisien centré, parce qu'on nous reproche aussi souvent en France d'être trop centré sur Paris. Donc, c'était à Lyon, Rennes. Cette année, c'est à Créteil. Et on essaie justement de regrouper. C'est un événement qui cherche à acculturer un territoire au logiciel libre, aux ressources éducatives et au commun numérique, mais qui aussi invite tous ces porteurs de projets, notamment ceux qui sont sur la forge, à venir nous les présenter, à échanger. Voilà, c'est un beau moment d'énergie positive dans un contexte de l'éducation nationale publique qui est délicat. Souvent, la confiance est difficile. Enfin, je sais que c'est enregistré, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais entre le terrain, les enseignants et le ministère, c'est pas facile en ce moment. Voilà, on va le dire comme ça. Et la confiance et le cadre, comment dire, motivant, engageant des communs numériques, faire ensemble, est vraiment quelque chose de précieux dans ce contexte-là. Voilà, j'en ai
terminer. J'ai trop parlé déjà. Et puis, j'ai respecté à peu près les horaires, hein, Perrine. En tout cas, merci pour votre attention. Oui, mais c'est parfait. Écoute, il reste 5 minutes, de quoi rebondir. Alors, je vois qu'il y a plein de chouettes discussions comme à chacun de nos webinaires en fait, hein. On adore le chat parce que il y a des passionnés qui viennent partager, raconter. Il y a souvent une très bonne ambiance. Alors, je peux répondre à quelques questions vite fait. Donc, Voilà, on voit Laurent. c'est ça. Les outils de apps sont effectivement réservés aux agents du ministère. Maintenant, la apps en lui-même est sous licence libre. Donc, on peut aussi prendre apps et l'installer ailleurs si on a les compétences pour le faire. Mais oui, c'est réservé aux agents et aux profs. Après, pas tous les outils. La Forge, par exemple, comme on voudrait travailler avec des partenaires et qu'on travaille déjà avec des partenaires, ou ne serait-ce que travailler avec l'ESR, c'est-à-dire avec l'université, ça demande d'ouvrir des comptes externes. Donc, il y a certains projets qui, eux, sont ouverts aux comptes externes. Donc, à voir au cas par cas. Et Simon demandait, est-ce que vous considérez la formation aux enseignants au commun que pensez-vous de l'idée que Wikipédia n'est pas une source fiable dans le milieu éducatif, le rapport au commun, Alors, la question de la formation, oui, on essaye de, effectivement, c'est fondamental parce que sinon, c'est la loi du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 20% qui sont intéressés par le numérique, convaincus, etc. Et on s'adresse qu'aux 20% et on oublie les 80%. Enfin, je caricature, mais vous voyez l'idée. Donc oui, on essaye d'intégrer ça dans les plans de formation. Alors pour l'instant, on n'en fait pas un objet en lui-même de formation. Moi, j'espère qu'à un moment donné, les communs numériques seront objet du plan national de formation, c'est-à-dire un sujet en lui-même, parce que je pense que ça le mérite. Mais on essaie par contre de les intégrer dans les différentes formations qui sont proposées. Sur la question de Wikipédia, il y a la question de Wikipédia, mais on pourrait aussi parler de ChatGPT, des réponses de ChatGPT sur la fiabilité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on met en place. Alors, on ne travaille pas avec Wikipédia parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, à notre niveau, c'est-à-dire pour les moins de 18 ans, c'est trop difficile de faire travailler des élèves dans Wikipédia, en tout cas dans sa version française, parce que les articles sont souvent trop académique, j'ai envie de dire. Donc on a un projet qui s'appelle Wikidia, qui est l'encyclopédie pour les jeunes justement. Et Wikidia n'a que 32 000 articles, alors que la Wikipédia francophone en a 2 millions. Et ce qui fait que moi, c'est des projets qui sont très sympas parce que ça met les élèves en situation d'auteur, ça met les élèves en situation de contributeur. Tout ce qui va dans le sens où les élèves peuvent travailler, faire ensemble, soit contributeurs, soit auteurs, on essaie de les encourager parce qu'on pense que peut-être que c'est ce que le numérique a à offrir de meilleur. Et donc, on essaie aussi que ce soit les élèves eux-mêmes qui découvrent les ressources éducatives libres par la pratique. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets où les élèves partagent un peu naturellement, parce que je pense que c'est aussi assez naturel de partager. Puis après se pose la question plus juridique, etc. Et c'est là qu'ils découvrent que, voilà, il y a certaines licences et ça porte des noms, des concepts. Et c'est formateur. Et c'est passionnant. Voilà pourquoi toi et moi, à des époques différentes, mais peut-être pas si lointaines à l'une de l'autre, on s'est pris d'intérêt puis d'amour pour ce sujet génial du libre éducatif. Et donc, merci beaucoup, Alexis, d'être venu. Alors je suis désolé, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je vois la question de l'évaluation. En tout cas, elle est très importante parce que imaginons que la mayonnaise prenne sur tous les outils que je vous ai présentés, on va se retrouver avec beaucoup de ressources. Alors qu'elles soient libres, mais en tout cas beaucoup de ressources. Donc une quantité. Comment on distingue ça, c'est une question que Lucie aussi, je pense que ça doit l'intéresser. Comment distingue-t-on la qualité de la quantité? Bien sûr. Voilà. Donc après, il y a des questions de labels, etc. Je me méfie beaucoup des labels qui viennent d'en haut. Je pense que c'est à la communauté un petit peu de voir cela, en tout cas de voir ça ensemble. Mais c'est vrai que la question de la pertinence et de la qualité de toutes les ressources se pose, bien sûr. Absolument. Bon, alors, il faut se quitter malheureusement. Tu sais que tu peux continuer à répondre aux questions. Moi, je vais terminer l'événement. Mais tu peux
rester sur ce lien et finir de répondre aux questions parce qu'en replay, tout sera accessible et les réponses que tu auras données après seront encore accessibles. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Au plaisir. Je peux juste donner mon mail. Voilà, je vais juste donner mon mail. Ouais, d'accord, très bien. Comme ça, n'hésitez pas. Pour qu'on poursuive. Voilà. Dans le chat, j'ai mis mon mail pro. Félicitations pour toutes ces activités géniales et à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas cette journée du libre éducatif, c'est à la fin du mois. Moi, je serai à Cork en Irlande au conseil d'administration d'Open Education Global et chez les Britons, les Grands Britons et les Irlandais, qui ont une communauté très très forte du libre éducatif qui se réunit une fois par an. Ça s'appelle OER conférence. Voilà, je vous remercie à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent avec la chaire UNESCO Relia sur le lien. J'ai remis toute la programmation, donc vous pouvez le retrouver là si vous voulez venir écouter Bastien Mas et Alain Goudet qui vont discuter entre eux des enjeux. Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer ou au contraire faire grandir l'éducation ouverte? Merci beaucoup. Et à tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.